Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dag, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Ça a mis du temps pour que je puisse en parler de façon assez ouverte et pas distanciée mais assez ouverte. Mais aujourd'hui, je me sens prête à partager mon histoire parce je pense qu'elle est pas unique et je pense qu'il y a plein de femmes qui traversent ces moments-là avec énormément de doutes. Et quand on doit jongler avec un parcours de maternité qui est pas immédiat, c'est-à-dire vous arrêtez la pilule et vous tombez enceinte 3 semaines après ou quelques mois après, en fait, personne n'en parle. Et personne vous dit ce que ça va impliquer sur et les questions que vous allez vous poser sur vous et votre carrière. Et en fait, quand je dis carrière, je parle même pas de gros job, juste le fait de travailler. Ça devient juste le parcours du combattant, quoi. C'est Sandy qui a fait la démarche de venir vers nous, les créatrices du podcast Le Son de Victoire, pour proposer de partager avec nos auditeurs son parcours de maternité et les impacts que cela a eu sur sa carrière. C'est son authenticité et sa sincérité, dès nos premiers échanges, qui nous ont convaincus de vous présenter Sandy Nielaise comme une rôle modèle inspirante. Microbiologiste qui se découvre une passion pour le marketing et la création, Sandy passe de l'Institut Pasteur à L'Oréal puis Nike. Un parcours professionnel riche qu'elle livre lors de notre échange enregistré. Nous avons parlé de managers donnant leur chance et prenant des risques, de volonté d'apprendre continuellement, de l'importance de se sentir heureuse dans chacun de ses postes et de bien d'autres aspects de sa carrière. Vous l'aurez compris, Sandy, désormais jeune maman, a vu son parcours de maternité durer beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé et impacter son quotidien professionnel. 10 années pendant lesquelles son parcours l'a obligée à se poser la question de changer de poste, de changer de boîte, de changer de pays, et pourtant elle l'a fait. 10 années pendant lesquelles elle a choisi d'expliquer à son entourage professionnel ce qu'elle vivait et ce dont elle avait besoin. Et vous comprendrez que cette transparence a été la bonne option pour elle, puisqu'elle a généré l'écoute, le respect, l'empathie et la protection. Sandy va désormais plus loin que sa propre démarche. Elle encourage celles qui sont touchées par ces parcours de PMA ou d'adoption à en faire de même, à en parler, à ne pas s'auto-censurer, à ne pas sacrifier leur travail et à ne pas s'oublier. Non seulement le parcours de Sandy est inspirant, mais je suis certaine que comme moi, vous trouverez son courage et sa persévérance admirables. Bonne écoute. Bonjour Sandy. Bonjour. Sandy, je voudrais vous renvoyer en enfance et j'aurais bien aimé savoir ce que vous vouliez faire comme métier plus tard. Alors, quand j'étais petite, je voulais être docteur. Et d'ailleurs, j'avais un garage. Ma mère elle mettait sa voiture et moi j'avais une petite trousse dans laquelle j'avais du coton, du lait de toilette. Quand mes camarades se blessaient, je sortais toujours ma trousse avec mon coton et mon lait de toilette. Mais je voulais être docteur et en fait, ça m'a pas lâchée. Ça m'a pas lâchée. Je pense que j'ai voulu être médecin. J'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans, et j'ai commencé, on va dire, mon parcours avec des études de médecine. Donc, c'est resté quand même très ancré très longtemps. Donc, vous avez tenté médecine, puis fait d'autres études, c'est ça ? Ouais, j'ai tenté médecine et comme beaucoup, je me suis cassé les dents sur la première année.
où j'ai eu une équivalence ensuite pour passer en biologie et j'ai continué un parcours on va dire plus classique biologie. Donc vous êtes microbiologiste si j'ai bien compris et Ouais. aujourd'hui vous travaillez chez Nike. Alors j'aimerais bien que vous me racontiez le rapport entre les deux. Entre les deux, il y en a pas vraiment. Qu'est-ce que fait une microbiologiste chez Nike? J'ai un peu perdu la blouse blanche en cours, clairement. Mais en gros, mon parcours, il est atypique et en fait, il l'est pas parce que je me suis toujours, il y a vraiment un truc qui est resté autour de ce parcours, c'est que je me suis toujours posé la question de est-ce que ce que je faisais me rendait heureuse et si la réponse était non, bah j'essayais de trouver autre chose. Donc en gros, j'ai effectivement, j'ai fait médecine. J'étais très bien classée, mais pas assez bien pour avoir médecine. Je suis passée du coup en biologie, en équivalent bio. À l'époque, c'était le DUG licence, maîtrise, etc. Et je me suis spécialisée en microbiologie au fur et à mesure que j'avançais, puisque le côté micro-organisme, le côté virus. Enfin, j'étais toujours dans ce côté-là en fait des maladies, et je trouvais en fait un ancrage avec médecine encore très présent. Donc je me suis spécialisée en microbiologie et j'ai eu la chance en fait d'intégrer Pasteur pour un stage dans une super équipe où franchement je pouvais pas rêver mieux dans la recherche, et j'ai adoré ce que j'ai fait, mais il me manquait quelque chose et j'ai mis du temps à identifier qu'il me manquait quelque chose, et en fait je me suis dit en fait la recherche, il y a des gens qui sont très doués pour ça et je pense que j'étais pas très douée pour ça. Je pense que j'étais ok, mais je faisais pas partie de ces gens qui vont révoluer. J'ai un ami qui voilà, c'est son truc, c'est son avenir, il va changer les choses. Moi, je faisais pas partie de ces gens-là et j'avais besoin d'une stimulation autre. Et du coup, je me suis présentée aux écoles de commerce pour faire un master spécialisé, donc un double cursus en fait, hein, en marketing. Et j'ai été prise donc à HEC, donc j'ai fait mon master spécialisé à HEC. Et j'ai intégré suite à ça l'industrie pharmaceutique en marketing, ce qui paraissait logique, double compétence, microbio, marketing. La première industrie qui vous embauche, c'est l'industrie pharma. Et je me suis assez vite ennuyée parce que c'est une industrie qui est très réglementée, qui est très légalisée. En fait, là encore, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et j'ai vite eu une opportunité chez L'Oréal où je suis rentrée en tant que, en gros, manager scientific communication. Donc, en gros, expliquer aux chefs de produits comment marchaient leurs produits. Et aussi garder contact avec à la fois les dermatologues et les pharmaciens pour promouvoir les produits de la marque de l'époque sur laquelle je travaillais. Ça me plaisait, mais j'ai vite vu la limite en fait de ce rôle. Déjà, il y avait qu'un rôle qui existait à l'intérieur il y avait quelques rôles seulement qui existaient à l'intérieur de la marque. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du marketing, de parler du produit, de vendre le produit, de trouver les bonnes stratégies pour le vendre, etc. Donc, au bout de 2 ans, après avoir, je pense, cassé les pieds de mon directeur marketing pendant très longtemps et en lui disant si tu veux, je fais 2 jobs, mais donne-moi ma chance. Il m'a donné ma chance, ça a marché et mon parcours marketing a commencé. Donc, je suis restée quelques années à la France, faire du marketing opérationnel à la France, puis ensuite je suis passée à l'international pour faire du développement de produits, en me disant mais j'ai absolument pas de côté créa. C'est pas du tout un rôle pour moi, mais bon, je vais y aller. Il y a des gens qui croient en moi, donc why not? Et je suis tombée à cette époque-là sur le meilleur manager que je puisse avoir, si je peux le nommer. Il s'appelle Julien Chardon, et qui m'a dit il y a toutes sortes de créativité dans la vie, Sandy, il n'y en a pas qu'une. Et je pense que ça a en fait déclenché en moi des choses où il m'a redonné confiance. Et en fait, j'avais une créativité qui était peut-être un peu plus pragmatique que certains, ceux qui ont de la créativité complètement innée et qui peuvent inventer un produit de zéro. La mienne était plus pragmatique, mais elle était là, elle existait. Et il l'a juste fait émerger. Et puis, ça a été le début de mon processus de développement international, on va dire, où je me suis vraiment éclatée à développer des produits, à réinventer des gammes, etc. Et au bout de quelques années, j'avais toujours en tête et j'avais toujours eu en tête de me dire si un jour tu pars de chez L'Oréal, ça sera pas pour aller dans une autre grosse boîte de cosmétiques, ça sera pour faire autre chose et pour aller chez Nike parce que j'étais passionnée de sport. Je suis une passionnée de l'émotion du sport
et que la marque avait des valeurs à l'époque qui me correspondaient hyper bien. Et puis il y a j'y suis allée au culot. Très honnêtement, il n'y avait pas d'offre postée à l'époque. J'y suis allée au culot, j'ai demandé en contact plein de gens sur LinkedIn. Et il y a une personne qui m'a répondu, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Et je lui ai dit « je veux venir chez Nike. » Et puis voilà, j'ai passé les entretiens et je suis arrivée chez Nike comme ça. Alors au final, je pense que le lien entre mes études et être chez Nike, il n'y en a pas à prime abord. Le lien qu'il y a, c'est que quand on est dans la recherche, vous êtes tout le temps en recherche de solutions, en recherche de remise en question, etc. Et Nike, c'était un peu ça, c'était un peu la remise en question, la découverte d'un nouveau monde, la découverte d'un nouveau marché, la découverte de nouveaux consommateurs et de nouvelles façons de faire du marketing. Et ça me plaisait en fait, toujours de repartir de zéro et d'apprendre en fait continuellement. Je crois que c'est ça qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est parti de vous enfant, et on est arrivé chez Nike. Je vous mets dans une salle de réunion. Imaginons qu'il n'y ait plus la Covid, et on se retrouve dans une salle de réunion. Vous connaissez pas les participants autour de vous, et je vous demande de vous présenter. Qu'est-ce que vous diriez aux participants ? Que je suis avant tout quelqu'un de passionné par l'émotion de ce que je fais. Donc, faut que ce que je fasse me procure une émotion et que je suis passionnée par les gens. Donc, je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin d'une équipe. Et si je devais me présenter en 2 mots, ça serait ça. Ça serait une passionnée passionnée d'émotion et une passionnée des gens. Très bien, merci beaucoup de cette présentation. Vous avez cité un de vos managers de chez L'Oréal qui vous a marqué. Est-ce que vous avez eu dans votre parcours, et est-ce que vous avez encore aujourd'hui des rôles modèles ? Alors, j'ai des personnes que je respecte. Je dirais pas que j'ai des rôles modèles. J'ai plein de gens que je respecte énormément et qui m'apprennent énormément. Les rôles modèles ont plutôt fait partie de ma vie passée. Bizarrement, j'en ai plus trop aujourd'hui. Mais j'ai des gens par contre que je respecte, que j'admire et dont voilà, ce qu'ils font aujourd'hui me transcende. En tout cas dans mon quotidien, on va dire. Après, des rôles modèles, j'en ai à l'extérieur. Des gens qui font des choses en dehors et qui me subjuguent, quoi. Et en fait, la plupart sont des femmes, et la plupart sont des femmes qui ont tout plaqué du jour au lendemain pour se consacrer à des sujets de fond sur la féminité, la maternité. Et ça, ce sont des rôles modèles, mais ce sont des gens que je ne connais pas. J'ai un nom, Clémentine Sarlat, qui est la fondatrice du blog La Matrescence, la fondatrice du blog Bliss Story. En fait, toutes ces femmes qui parlent de maternité de façon totalement décomplexée et qui apportent des sujets sur la table qui ont été tenus pendant très longtemps tabous. J'avoue que ces 8 dernières années, les rôles modèles, c'était vraiment ces femmes-là, en fait. C'était ces femmes qui m'entourent, que je ne connais absolument pas, qui ne me connaissent pas, mais c'est elles qui m'ont tenue, je pense, aussi un peu en haleine dans un parcours de maternité qui, pour moi, a été très saccadé, très difficile. On peut en parler justement de ce parcours de maternité que vous avez vécu, et là, il y a une belle annonce, parce que vous êtes enceinte, vous accouchez bientôt. Oui. Mais si on pouvait revenir un peu sur votre parcours et puis le relire peut-être en perspective de ce que ça a impacté votre carrière. Oui. Oui, avec plaisir pour en parler. Au contraire, ça a mis du temps pour que je puisse en parler de façon assez ouverte et pas distanciée, mais assez ouverte. Mais aujourd'hui, je me sens prête à partager mon histoire parce je pense qu'elle est pas unique. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui traversent ces moments-là avec énormément de doutes. Et quand on doit jongler avec un parcours de maternité qui est pas immédiat, c'est-à-dire vous arrêtez la pilule et vous tombez enceinte 3 semaines après, ou quelques mois après, en fait, personne n'en parle. Et personne vous dit ce que ça va impliquer sur et les questions que vous allez vous poser sur vous et votre carrière. Et en fait, quand je dis carrière, je parle même pas de gros job, juste le fait de travailler. Ça devient juste le parcours du combattant, quoi. Alors, en quoi c'était difficile ? Qu'est-ce qui a été
C'est-à-dire que votre tête était consacrée à ce désir d'enfant, c'est ça? Pas forcément, mais c'était plutôt la question de comment je vais pouvoir continuer à travailler, qui était quelque chose qui m'épanouissait, et mener de front un parcours qui requiert à la fois de ne pas être stressée déjà premièrement, mais aussi beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déceptions. Enfin, vous vivez, enfin en tout cas ce qui a été mon cas, c'est j'ai connu 8 années d'échecs et 8 années d'échecs, c'est dur de se relever à chaque fois et de continuer à donner de l'énergie à ses équipes, de continuer à être passionné par ce qu'on fait à côté, quand il y a toute une zone d'ombre de votre vie qui est là, quoi. Enfin, moi, vivre sans enfant, c'était absolument pas concevable. Il y a des femmes à un moment qui se disent bon bah ok, j'accepte ce qui m'arrive. Moi, j'acceptais pas en fait. Je commençais à être vraiment triste. Et ça a été ça a été de comment on arrive à mener les deux de front, tout en gardant un truc qui vous passionne, parce que le travail m'a clairement sauvé la vie, je pense. Si j'avais pas travaillé autant, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. J'aurais peut-être une piètre opinion de moi-même. Enfin, j'aurais peut-être pas eu la force de continuer à me battre, et cette hargne qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, pour mon plus grand bonheur à mes 40 ans, je vais avoir un bébé, quoi. Mais ça a été un dur combat de presque 10 ans. Auprès de qui vous avez pu vous ouvrir sur les espoirs, les déceptions que vous aviez dans le cadre professionnel? Alors dans le cadre pro, j'ai toujours pris le parti d'en parler à mes managers. J'ai jamais rien voulu garder pour moi parce que je sentais que ça commençait à être trop lourd. En fait, il y a tellement en fait, quand vous rentrez dans un cycle de procréation médicalement assistée, donc PMA, il y a tellement de rendez-vous et de rendez-vous que vous ne pouvez absolument pas contrôler parce que c'est votre cycle qui contrôle tout, donc vous devez de toute façon lâcher prise. Si votre médecin vous dit c'est telle heure, tel jour, bah vous n'avez pas le choix, c'est telle heure, tel jour, et il vous laisse pas le choix. Vous devez apprendre à lâcher prise. Et en fait, au début, je m'en faisais un peu une montagne quand il m'a donné le premier agenda et qu'il m'a dit voilà, il y aura des échographies tel jour, tel jour, tel jour, il y aura des piqûres tous les soirs à la même heure, il y aura tous ces médicaments à prendre et tous ces rendez-vous à prendre avec moi. Je me suis dit mais comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Et en fait, je me disais que si je le gardais pour moi, j'allais me mettre une pression supplémentaire dont j'avais absolument pas besoin. Donc, j'ai toujours pris le parti d'en parler à mes managers de façon très factuelle, en disant voilà voilà ce que je traverse, voilà ce que ça va impliquer. Je ne vous demande rien, c'est-à-dire que je demandais pas plus de temps, je demandais pas des jours de congé, je demandais pas mes après-midi libres. Je leur disais juste voilà, si j'arrive en retard à une réunion ce jour-là, bah tu sais que c'est pour telle et telle raison. Et j'ai eu énormément de chance dans mon parcours, c'est que je suis toujours tombée sur des managers ultra compréhensibles, mais vraiment, et qui ne m'ont jamais fait sentir que ce parcours-là venait entacher ma progression ou la perception qu'ils avaient de moi. Bien au contraire, je crois qu'ils voyaient les choses avec énormément, et c'était beaucoup d'hommes, j'ai eu beaucoup d'hommes managers, mais ils voyaient les choses avec énormément de respect pour le parcours que j'étais en train de traverser. Après, j'en abusais pas. Enfin, clairement, j'en ai jamais abusé. Je me suis jamais arrêtée. J'ai jamais abusé de ce parcours, mais j'ai toujours été transparente. Et je pense que ça m'a, avec beaucoup de recul aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidée. Et même quand j'ai pris ce rôle à Amsterdam, ce nouveau rôle, ou le rôle d'avant, même quand je suis arrivée chez Nike, j'en ai parlé vraiment tout de suite. J'ai dit voilà ce que je traverse, c'est ma priorité, c'est l'objectif de ma vie, c'est ça. Donc si je viens pas à telle réunion, si je viens pas à tel off-site à l'étranger, etc., vous comprendrez qu'il y a une bonne raison derrière. Mais et je me suis toujours sentie accompagnée et soutenue. J'ai eu beaucoup de chance. À aucun moment vous avez eu un changement de poste, une promotion qui s'est fermée devant vous parce que votre manager potentiellement, enfin votre futur potentiel manager pensait que vous ne seriez pas assez concentré, disponible, etc. Non, jamais. Non, jamais. Et j'ai changé de poste. Donc déjà, j'ai changé de boîte.
donc il y a 6 ans. Et chez Nike, j'ai changé de poste quasiment 5 fois en 6 ans, dont un changement de pays récemment. Et jamais, parce que encore une fois, j'ai toujours été tellement aussi passionnée dans mon travail et investie dans mon travail que ils voyaient pas enfin voilà, ils savaient que je menais les deux de front, mais je me suis jamais désinvestie de mon travail. Donc ça ne m'a jamais fermé de porte. Vos équipes, vos pairs, vos collègues, à quel degré ils étaient au courant ou vous étiez transparente et ouverte avec eux? Alors avec mes équipes directes, j'ai toujours été transparente, sans rentrer dans les détails, mais en leur disant que quand je devais m'absenter, par exemple, pendant quelques jours, parce que je me faisais opérer, ponctionner, puis transférer, je leur ai toujours expliqué ce par quoi je passais, sans être larmoyant, mais juste très factuellement, parce que je voulais aussi être sûre que pendant ces jours-là, j'avais du temps pour moi et que j'allais pas être harcelée de messages ou d'appels. Ce qui, en général, ce qui vous arrive quand vous dites juste je prends quelques jours de congé, en fait, les gens continuent à vous appeler. Les gens continuent à vous harceler, à attendre des réponses par mail. Moi, j'avais besoin que ces jours-là, les jours où j'étais à l'hôpital, les jours où j'étais en post-transfert, etc., que je sois vraiment centrée sur ma démarche de PMA et pas stressée par mon travail. Et j'ai eu des équipes formidables qui ont toujours vachement respecté ça et qui m'ont protégée, beaucoup protégée. Et de la même façon avec mes collègues, quand je sentais que, on va dire que juste de dire je suis absente tel jour, ça ne suffisait pas, je leur expliquais la raison et en fait, on se rend compte que les gens sont tous humains et qu'ils respectent tout en fait. Et ça a mis beaucoup d'empathie dans mes relations de travail, sans être pour autant les gens me plaignaient ou quoi, on n'était pas du tout là-dedans. C'était vraiment pas des relations larmoyantes. Ça a juste créé plus d'empathie, plus de respect aussi pour ma démarche. Et moi, je me suis sentie mieux parce que du coup, j'avais pas de stress supplémentaire. Vous en avez écrit un livre, c'est ça? Oui. Et vous avez fait un post LinkedIn. J'aimerais bien qu'on parle des deux parce que c'est deux sujets, je pense, sur lesquels c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. En fait, dès le début de mon parcours de PMA, j'ai ressenti très fort le besoin d'écrire et de plonger toutes les questions par lesquelles je passais sur papier. Ça a été pour moi hyper salvateur. Ça m'a permis. Je suis allée voir un psy au début qui était spécialisé dans l'accompagnement des patientes PMA, etc. J'y ai pas trouvé mon compte. Pourtant, elle était très bien et elle aide sûrement énormément de femmes. Moi, ça a pas été salvateur pour moi. Donc, moi, j'ai écrit, beaucoup écrit, et j'ai écrit plein de petits carnets noirs, Moleskine, là, qui sont chez moi. Puis, en fait, c'était en 2016, donc quelques années après avoir commencé le parcours, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. En fait, il faut que cette histoire, elle serve. Et donc, j'ai commencé à vraiment organiser ces idées autour d'un bouquin où effectivement, je ne parle pas que de la relation au travail, je parle aussi de comment on traverse ça à deux, dans un couple, personnellement, en tant que femme, etc. Et puis, même avant que je tombe enceinte, donc remarquez, quand j'ai posté sur LinkedIn, j'étais déjà enceinte de quelques semaines. Mais en fait, je passais beaucoup de temps sur les forums de discussion de femmes PMA qui passaient par la PMA, etc. Et en fait, j'étais effarée, mais outrée, de voir que certaines femmes je vais utiliser un mot fort, mais presque s'auto-mutilaient, s'auto-censuraient, d'accepter des jobs alors qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur job actuel, ou juste démissionner et arrêter de travailler parce qu'elles passaient en PMA et parce qu'elles avaient eu des expériences avec des managers horribles, il n'y a pas d'autre mot, qui n'acceptaient absolument pas ce parcours, sûrement par méconnaissance de ce que ça implique. Et je me suis dit, j'ai la chance d'avoir une petite voix, mais d'avoir pas mal de contacts à travers, de par mes expériences internationales, etc., d'avoir des contacts un peu partout. Je me suis dit, je vais faire un post sur LinkedIn. Bon, si ça ne sert qu'à moi, ça ne sert qu'à moi, mais au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire. Et puis très vite,
j'ai vu qu'en fait, au-delà des centaines de messages que j'ai reçus de femmes qui traversaient la même chose, parfois certaines qui me demandaient des conseils, est-ce qu'il faut en parler à mon manager, etc., etc. Il y a eu 57 000 vues, ce qui était absolument pas du tout espéré. Et je me suis dit, ouais, en fait, il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai sujet qui touche pas mal de femmes. Et d'ailleurs, j'ai pas eu que des messages de femmes, hein, j'ai eu aussi des messages d'hommes managers qui étaient intéressés de savoir comment ça se passe un parcours de PMA pour être mieux informés pour leurs futures équipes. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais vraiment, c'était un peu inattendu, en fait, cet engouement autour de ce poste. Alors, je dis engouement, mais ça montrait qu'il y avait un sujet, en fait, qu'on avait touché du doigt et qu'il fallait le creuser, en fait. Et malheureusement, je pense que la PMA va devenir de plus en plus la PMA ou, enfin, dans tout, d'ailleurs, dans tout ce, pas que les fécondations in vitro, mais en gros, la procréation médicalement assistée va devenir pas un standard, mais de plus en plus le cas. Donc, il faut en parler, il faut que les gens soient au courant et il faut que les femmes soient à l'aise avec ça. Et ça prend du temps. Moi, ce que j'ai entendu de votre partage, c'est que vous avez demandé, vous avez dit, vous avez alors demandé à changer de poste à votre manager chez L'Oréal pour aller sur un poste marketing. Vous avez demandé à travailler chez Nike. Vous avez annoncé que vous étiez dans une démarche de procréation médicalement assistée qui vous prenait du temps. Je sens que ce qui vous a beaucoup aidé dans votre carrière, en tous les cas, il y a peut-être plein d'autres choses, mais il y a cette capacité et ce soin de demander. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis quelqu'un qui parle assez ouvertement. Et en fait, ma mère, elle m'a toujours dit qui ne tente rien n'a rien. Et en fait, je crois que ce mantra, en fait, c'est un peu le mantra de ma vie. Et c'est toujours resté. Et du coup, je me suis jamais mise de barrière et je me suis dit, au pire, les gens me disent non, ou les gens me disent c'est pas bien, ou les gens me disent voilà. Mais au moins, j'aurais essayé. Et ce qui est sûr, c'est que je me pose tout le temps beaucoup de questions pour savoir où est-ce que je veux aller. Et quand je sais que le chemin est pas totalement direct, bah, je demande et puis on voit comment ça réagit. Et pour l'instant, bon, j'ai eu de la chance, en tout cas dans mon parcours professionnel, ça a toujours extrêmement bien réagi. Dans mon parcours personnel, bah, j'ai eu des gros challenges. Ce parcours de maternité, ça a été le challenge de ma vie. Je pense que je l'oublierai jamais. Et ma fille est pas encore là, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais tant qu'elle sera pas dans mes bras, j'y croirai pas. Et je me dis bon bah ça m'a vachement forgé aussi. Ce parcours de maternité, il m'a énormément forgé en tant qu'individu dans ma société, dans le rôle que je pouvais jouer, dans le rôle aussi que je joue avec mes équipes. Donc on me dit souvent que je suis un peu une maman, etc. Je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'au final, ce désir de maternité, il a vraiment transgressé au-delà de ma vie personnelle. Mais ouais, je pense qu'il y a cette capacité à dire les choses, en fait, à les exprimer. Merci. Je voudrais, et je pose la question à tous nos invités, que vous me racontiez un épisode de votre carrière dont vous êtes particulièrement fière. C'est difficile, il y en a plusieurs, mais je dirais bizarrement le moment de ma carrière où j'ai été le plus fière, il est assez récent. Suite à ce post LinkedIn, en fait, et voyant la réaction des gens, je me suis dit, ok, on sait bien de l'avoir partagé sur LinkedIn, mais ça serait intéressant que je le partage à toute l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, pas en direct, hein, c'est pas que des gens qui sont dans mon équipe, mais à la structure, on va dire. Donc, ça représente une 60aine de personnes. Et j'ai partagé mon histoire avec beaucoup d'humilité et de sincérité, de transparence aussi et de vulnérabilité, en leur disant ça peut vous arriver, ça peut arriver à votre femme, ça peut arriver à quelqu'un de votre équipe. Et sachez que tout le monde n'a pas un bébé en quelques mois. Il y a des gens pour qui ça prend des années et que c'est dur. Et en fait, j'ai été très fière de partager, d'avoir en fait accepté d'être vulnérable à ce point.
Alors c'est absolument pas lié à un projet ou à un super truc que j'aurais lancé, etc. Ça part vraiment de ce sentiment de... C'est dur d'être vulnérable dans le milieu du travail parce que vous avez toujours cette peur qu'on vous juge comme un être faible. Moi, au contraire, je pense que d'être vulnérable, ça vous rend juste plus humain et ça vous rend plus accessible, en fait, pour tout le monde. Et les réactions que j'ai eues suite à cette communication m'ont montré que j'étais dans le vrai et qu'il y avait d'autres femmes qui traversaient ça dans l'équipe et qu'elles n'en avaient jamais parlé. Et je les ai aidées et ça m'a rendue très fière de me dire que maintenant je reste ce point de contact en fait pour ces femmes-là. Ça me rend super fière. Donc je pense que c'est ce moment-là. Donc il est assez récent au final. Ça date des 6 derniers mois. Comment est-ce que vous avez partagé votre histoire? Dans quel format? C'était un mail? C'était une prise de parole? C'était un mail. Tout ce qu'il y a de plus... comme si je l'envoyais à mes meilleurs amis. Absolument pas formalisé à outrance comme on pourrait imaginer dans le milieu de l'entreprise. J'ai essayé de choisir, voilà, comme si moi j'écrivais sur un papier les mots qui me venaient vraiment à cœur. Et je pense que c'est cette sincérité qui a touché beaucoup les gens. Et suite à ça, et en voyant aussi la demande des personnes, je me suis dit, bon, il faut que j'en parle au-dessus. En fait, c'est bien d'en parler aux équipes en dessous, mais c'est bien d'en parler au-dessus. Et du coup, j'ai envoyé un email au directeur général, etc., en leur disant, si un jour vous cherchez une spokesperson pour parler de ça, je suis prête. Je suis prête parce que je pense que c'est nécessaire et aussi parce qu'une marque comme Nike est souvent à la pointe à l'avant-garde des choses ou de certaines choses, on va dire. Je pense qu'on ne doit pas laisser les femmes de côté et on doit considérer toutes les maternités possibles. Et on le passe toujours sous silence, quoi. On imagine qu'une femme qui arrive avec un ventre rond au 3e mois, en fait, elle a arrêté la pilule le mois d'avant, quoi. Mais on soupçonne absolument pas ce qui s'est passé entre-temps. Je voudrais revenir sur votre parcours. Alors, ces 8 dernières années, cette quête de maternité, j'imagine, a été très importante dans votre parcours. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects liés à votre féminité, liés au fait que vous êtes une femme, qui ont forgé votre trajectoire professionnelle? Alors, le fait que je sois une femme, pas tant que ça, mais par contre, je suis petite. Et c'est un critère physique qui m'a toujours, enfin, je pense que il m'a servi en fait au fur et à mesure des années parce que ça a fait de moi quelqu'un qui se laissait pas marcher sur les pieds. Et j'avais toujours ce complexe en fait de taille. Hein. C'est hyper étrange. Mais ce complexe de taille et ça m'a vachement forgée parce que très jeune, en fait, je me suis dit faut pas que je me laisse marcher sur les pieds, clairement pas. Et faut pas qu'on voit en moi quelqu'un de fragile et de toute faible, etc. Et ça m'a vachement. Je pense que ça m'a aidé aussi à traverser ce parcours de maternité un peu en dents de scie, à toujours me relever en fait et à toujours essayer de voir le point positif. Même si c'était dur, enfin, je cache pas qu'il y a des moments qui étaient vraiment très durs et des moments où j'ai failli tout arrêter. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie intégrante de mon caractère, quoi. Ouais. Comment est-ce que ça se manifeste? Qu'est-ce que les autres voient de votre force de caractère? La résilience. Je pense quelqu'un qui se laisse pas abattre, quelqu'un qui... Je pense que la résilience, c'est le bon mot, en fait. D'essayer de toujours trouver des solutions, de toujours relever la tête, perso ou pro, probablement plus perso, mais ouais, la résilience, je pense que c'est comme ça que ça se manifeste. Sans que ça tourne à... Enfin, on peut dire que ça peut tourner à l'obsessionnel, hein, parce que essayer pendant 8 ans d'avoir un enfant, certains vous diront c'est purement de l'obsession, etc. Moi, je crois pas. Je crois que quand on a un rêve, il faut tout mettre de son côté, en tout cas. Je me serais arrêtée à un moment. J'aurais pas continué au-delà d'un certain âge, c'est sûr. Puis je me serais arrêtée pour mon corps. Mais je crois à la résilience. C'est ce qui m'a tenue toute ma vie, quoi. Vous avez cité vos équipes qui disaient que vous étiez un peu une maman pour eux, vous aviez un rôle
un peu maternelle dans votre management. Est-ce qu'être une femme a été un atout à certains moments dans votre carrière? Je sais pas si ça a été un atout. Je sais pas. Je pense qu'en tout cas, être une femme je pense que c'est un atout pour certaines personnes dans l'équipe qui souvent me disent qu'est-ce que c'est cool d'avoir un leader féminin. Alors aussi parce qu'on est dans une marque de sport qui a été très longtemps leadée par beaucoup d'hommes. Donc c'est vrai qu'il y a plus vous montez en grade chez Nike et moins il y a de femmes, même si vraiment il y a un travail qui se fait sur la parité qui est énorme. Mais ça, je l'entends beaucoup de jeunes filles, de jeunes en fait qui arrivent dans l'équipe et qui me disent c'est trop bien de voir un leader féminin. Donc je pense que ça leur sert en fait pour elles pour avancer et de voir aussi que il n'y a pas de barrière quoi. Les barrières, on se les met souvent soi-même. Enfin, il peut y en avoir. Mais en tout cas, il y a moins de barrières qu'avant et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas accéder à tel ou tel poste. Et ça, je pense que ça me sert au quotidien parce que on sent on embarque avec nous en fait une nouvelle génération qui reconnaît ça et qui valorise vachement. Après moi, dans mon cheminement d'avoir été une femme, je sais pas si ça m'a servi ou pas. Je crois pas. Je crois que ça a rendu les choses pas plus compliquées, mais on va dire le fait de devoir gérer un parcours de maternité qui était très très compliqué. Ça, c'est pas forcément. Vous avez pas forcément envie d'embaucher quelqu'un qui traverse ça, mais en tout cas, ça m'a pas pénalisée. Mais je pense que, en tout cas, ça me sert au quotidien parce que je vois que ça a un impact sur la plus jeune génération qui arrive. Vous avez parlé de Nike qui a des mesures pour favoriser la parité. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous pourriez citer? Bah juste je sais que dans les mesures qui sont mises en place, c'est vraiment s'assurer qu'à chaque fois qu'on a un recrutement, on a un pool égal de femmes et d'hommes. Qu'il n'y a pas de pré-billet sur tel rôle devrait appartenir à un homme. Et récemment, c'est vrai que Nike a mené quand même a nommé des gens à des postes hyper haut placés qui étaient des femmes. Et ça change la donne en fait. Parce que même nous, on se projette beaucoup mieux dans l'entreprise en se disant ce rôle, il n'est pas que pour les hommes, il n'est pas que pour les hommes en fait. Même si moi je suis une femme, je peux y arriver. Et donc d'avoir ces rôles modèles ou en tout cas d'avoir ces représentations-là, ça aide vachement. Est-ce que vous avez l'impression d'essayer aussi de favoriser cette parité ou la mixité? Je pense que je le fais inconsciemment. Je le fais pas sciemment en tout cas, mais j'ai des équipes qui sont en général hyper équilibrées. Mais c'est absolument pas fait sciemment dans mon recrutement. Je me dis pas tiens je vais recruter telle personne et il faut que ça soit une femme ou telle personne il faut que ce soit un homme. Absolument pas. Ça vient en fonction des compétences et il s'avère qu'aujourd'hui j'ai une équipe qui est assez paritaire, ce qui est plutôt cool. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une femme, une jeune qui rentre sur le marché du travail? Ouais. de pas s'oublier. De pas s'oublier et surtout de pas penser que parce que alors j'aurais peut-être 3 conseils là. Le premier c'est de pas s'oublier en chemin. Le deuxième donc pas oublier qui on est etc. Le deuxième c'est ne pas oublier que la fertilité a un moment une date de péremption quoi et qu'on n'est jamais trop au courant et qu'il faut s'y intéresser. Et qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire un bébé. Et le troisième, c'est que rien n'est impossible, quoi. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut vous donner les moyens de le faire, de demander. Ça viendra pas de quelqu'un d'autre. C'est pas une tierce personne qui le fera pour vous, c'est vous qui êtes acteur de votre propre carrière, en fait. Donc, vous me disiez plutôt que je suis quelqu'un qui demande. Ouais, j'ai demandé parce que si j'attendais ça de quelqu'un d'autre, ça se serait peut-être jamais passé. Et je pense qu'on est acteur de ce qu'on fait. Et ouais, ce seraient les 3 choses.
ce que vous avez formulé sur le fait que l'enfant ne vient jamais, enfin la maternité ne vient jamais forcément au bon moment ou ne vient jamais au bon moment. Vous pouvez élaborer un petit peu sur ce sujet-là? Bah, moi, j'ai commencé à avoir un désir d'enfant, j'avais 30 ans. Et c'est à peu près le moment où, avec mon conjoint, qui n'était pas mon conjoint, enfin, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais qui est mon mari maintenant, on s'est dit, on veut un enfant. J'avais 30 ans, je vais en avoir 40 cette année. Et ça me paraissait la bonne période parce que je me suis dit, c'est cool, je suis installée dans mon job, je suis chez L'Oréal, L'Oréal me connaît, c'est une bonne boîte. D'un point de vue sécurité, enfin, d'un point de vue financier, je suis sécurisée. C'est le parfait moment pour tomber enceinte et avoir un enfant. Et en fait, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Et quand j'ai eu l'opportunité de partir chez Nike, je devais à ce moment-là commencer mon parcours de fécondation in vitro, donc qui est vraiment le deuxième. Enfin, vous commencez par les inséminations artificielles si votre cas le préconise, et puis ensuite vous passez à la fécondation in vitro, qui est beaucoup plus lourd en termes de process. Et là, je me suis trituré le cerveau pour savoir ce que je devais faire. Je me suis dit, mais en fait, je vais rester chez L'Oréal parce que c'est plus, voilà, je suis en sécurité, j'ai pas à refaire mes preuves, ils savent déjà que je suis dans ce parcours-là, etc. Alors que si je dois changer de job, je vais devoir retrimer vachement pour refaire mes preuves, pour que les gens aient confiance en moi, etc., etc. Et mon mari a été à ce moment-là hyper, il m'a dit, mais Sandy, fais ce dont tu as envie de faire. Il me dit, mais ça se trouve, changer de job, ça va t'apporter quelque chose de nouveau et le bébé, il arrivera à ce moment-là. Ça se trouve, il m'a jamais dit ça, mais voilà, ça se trouve, ça va arriver que dans 5 ans et tu seras passé à côté d'une super opportunité. Et c'est lui qui avait raison, en fait. Et j'ai essayé de vachement me déculpabiliser de tout ça, en fait, et de me dire que ouais, en fait, il y a rien qui peut être sous contrôle. Et j'ai essayé d'embrasser, c'est un anglicisme, mais j'ai essayé de vraiment faire avec, en fait, au mieux, et de composer au mieux. Quand vous êtes en parcours de PMA, il y a plein de choses que vous pouvez pas contrôler. Vous pouvez pas contrôler vos voyages, vos vacances, avoir un nouveau job ou pas. Enfin, en fait, il faut juste l'accepter. Si vous l'acceptez pas, c'est un calvaire. Ce parcours de maternité devient un calvaire parce que vous pouvez absolument rien contrôler, absolument rien. Et ça m'a pris du temps à comprendre, parce qu'au début, je me disais, bon, alors attends, là, je vais tomber enceinte, donc du coup, je vais planifier Non, en fait, on peut pas. Et la preuve, c'est que ce bébé, il est arrivé donc le 23 juin de 2020, j'ai su que j'étais enceinte, et on déménageait à Amsterdam le 20 juillet. Et en fait, voilà, c'est la vie, et c'est comme ça. Et en fait, ce bébé, il arrive en plein confinement, dans un pays étranger, sur un nouveau job. Enfin, je pouvais pas l'écrire, et en même temps, je suis contente qu'il arrive comme ça, quoi, et que j'ai pas essayé de planifier le truc. Donc, il y a des choses qu'on peut pas planifier. En fait, il faut juste l'accepter. Et c'est dur à accepter parce qu'on est dans un monde un peu de contrôle fric, etc. Et surtout quand on a envie d'une carrière, on se dit, bon, bah voilà, on fait son career map, et on peut se dire, bon, bah, attends, là, pendant 2 ans, je fais ça, puis après, je fais une pause bébé, puis après, je refais. En fait, non, vous pouvez pas savoir. Le bébé, il arrivera quand il arrivera. À partir du moment où vous le voulez viscéralement, vous trouverez de toute façon une façon de faire avec, quoi. Vous avez parlé de lâcher prise. Est-ce que vous avez d'autres moyens, d'autres techniques qui vous ont permis de vous ressourcer, de tenir dans la durée? Donc moi, clairement, il y a eu l'écriture a été un moyen hyper fort, parce que je posais vraiment toutes mes questions, tout sur papier. J'en ai beaucoup parlé à mon entourage. Enfin, et quand je dis mon entourage, c'est mes amis, plus que la famille, parce que la famille est toujours triste de vous savoir triste. Les amis, c'est un peu différent, mais en tout cas, j'en ai toujours parlé avec mes amis, qui m'ont beaucoup accompagnée pendant ce parcours. Ça a été dur, je voyais leur maternité à elles se passer hyper bien, 1, 2, 3 enfants, puis
Vous êtes un peu la marraine, quoi. la marraine de cœur de tous ces enfants, mais en fait, ça vous arrive pas à vous. Mais ils ont été là et du coup, ça a été des moments d'échange hyper forts. Je pense qu'en parler avec son conjoint, c'est important, même si les réactions que chacun a peuvent être différentes. Moi, mon conjoint est quelqu'un d'assez introverti, qui parle très peu, donc tout le contraire de moi. Mais j'avais quand même le besoin de lui parler, même si j'avais pas de réponse. Au moins, ça processait dans sa tête. Et à un moment ou un autre, il venait vers moi avec des réponses. Et puis après, j'ai fait beaucoup, mais ça, c'est vraiment sur la dernière année avant que ça marche. Je m'étais dit, ce parcours, il fonctionne pas, il est ultra médicalisé, il fonctionne pas. Il faudrait peut-être que je m'attache un petit peu plus au psychique et à ce qui se passe dans ma tête. Donc, j'ai fait de l'acupuncture, de l'hypnose, des choses pour m'aider justement à complètement lâcher prise. Et je pense que ça m'a pas mal aidée, même si j'en avais pas conscience. Mais je pense que ça m'a quand même pas mal aidée. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et auquel vous auriez aimé répondre? Je pense qu'il y a une chose que j'ai dite et qui est vraiment importante parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est que j'ai dit de façon un peu crue, la fertilité, elle a une date de péremption. Alors, c'est pas vrai, hein, on se dit pas à partir de 40 ans on peut plus avoir d'enfants, c'est pas ça, mais la réalité et les études montrent quand même qu'à partir d'un certain âge, et cet âge il est jeune, c'est 25-26 ans, la fertilité diminue drastiquement. Et que plus vous avancez, et plus ça diminue. Et que faut juste en être conscient. Parce que ça va peut-être impacter des choix de votre vie plus tard, de vous dire, je sais pas, à 34 ans, parce que vous aurez toujours pas rencontré la bonne personne pour faire cet enfant, ou parce que vous vous sentirez pas encore prête, mais vous savez que ça va être un petit peu plus compliqué, et de prendre le parti, je sais pas, de congeler vos ovocytes, etc. Enfin, il y a plein de moyens qui existent, mais il faut en être conscient et il faut être au courant parce que moi, je m'y suis mise à 30 ans, j'ai un bébé 10 ans plus tard. Ça n'arrive pas qu'à moi. Faut savoir qu'en France, en plus, on est limité par le nombre de fécondations in vitro qu'on fait, qu'on est limité, si vous voulez adopter, vous pouvez adopter que jusqu'à l'âge de 43 ans. Mine de rien, c'est jeune, ça reste encore jeune. Surtout que les parcours d'adoption sont longs aussi. Et tout ça, faut savoir en fait. Faut en être conscient. Donc, c'est pas parce que vous allez vous renseigner sur l'adoption ou sur la congélation d'ovocytes que ça veut dire que vous voulez un bébé demain, mais au moins d'avoir une espèce d'éclairage sur ce qui est possible en fait de faire, parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et parce que ça serait quand même dommage qu'on vous dise non madame, à 38 ans si vous voulez vous réveiller, qu'on vous dise non il est trop tard, votre réserve ovarienne elle est trop faible et on peut plus rien faire pour vous. Et ça je trouve que en fait dans le parcours qu'on a en tant que femme, d'adolescente, ou que nos mères nous transmettent, c'est absolument pas quelque chose dont on parle. C'est pas quelque chose dont on parle librement entre femmes, comme si ne pas réussir à avoir d'enfants était une honte. Et c'est absolument pas quelque chose dont les gynécos nous parlent aussi. On nous en parle une fois qu'on est dedans, quoi. Mais souvent, ça peut être trop tard. Donc, j'ai juste envie d'ouvrir un peu les yeux de ces femmes, c'est sans dramatiser et sans vous dire, oh là là, vous allez passer par le même calvaire que moi, absolument pas. Mais juste qu'elles sachent que qu'en fait, la fertilité de la femme n'est pas infinie, quoi. Merci pour ce rappel et ce message important, effectivement. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est quel est votre prochain défi? Alors, normalement, je dis votre prochain défi professionnel, mais là, je sais que vous êtes en congé mat demain. Ouais. Donc, quel est votre prochain défi? Dites-moi. Mon prochain défi, c'est déjà, c'est d'essayer, alors pas du tout d'être la maman parfaite, au contraire, mais juste de profiter de ce temps avec ma fille. Ça sera peut-être ma seule maternité. Et c'est vrai que j'ai envie d'en profiter à fond. Avec mon mari, voilà, dans notre cocon ici à Amsterdam, on a envie d'en profiter. Donc le défi, c'est d'essayer d'oublier tout ce que j'ai traversé, enfin d'oublier, en tout cas de me dire que ça y est, c'est derrière moi et que maintenant je peux vraiment y croire et je peux vraiment tenir ce bébé dans mes bras. Désolée, je suis un petit peu émue. Pardon.
Non, mais écoutez, on accueille tout à fait cette émotion. Vous l'avez commencé l'entretien en parlant d'émotion et ça se finit avec de l'émotion. Moi, j'ai le mot en tête qui s'affiche devant mes yeux, qui est la résilience, où vous en avez fait part tout au long de votre parcours. Et là, vous allez pouvoir peut-être une dernière fois la mettre en œuvre et en profiter, donc c'est super. Ouais, c'est l'idée, d'essayer de profiter à fond de tout ça, quoi. Génial. On va conclure cet entretien sous cette note très émouvante et on vous souhaite plein de belles choses. Merci Sandy de ce partage. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.